Le foncier, support du droit de la construction. Tout d'abord, parlons un peu de foncier. Le foncier est un élément essentiel du droit de la construction. C'est vraiment un élément fondamental et basique. Pourquoi? Parce qu'il est le support de toute intervention urbaine, de toute construction, de tout aménagement. Dès qu'on a une construction, un aménagement, il faut d'abord qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait du foncier, il faut qu'il y ait un terrain sur lequel on peut faire l'opération. Et l'acte de bâtir est lié à la propriété du sol. Souvent, dans la plupart des pays du monde, si on veut construire, on doit être en relation avec, soit on est le propriétaire du sol, soit on est mandaté par celui-ci. Le foncier, petite définition. Qu'est-ce que le foncier? Il est relatif à un fonds de terre, à sa propriété, à son exploitation et à son imposition. C'est une définition du Larousse, ça veut dire que le foncier, si on peut utiliser le foncier, c'est que il y a un fonds de terre duquel on est propriétaire, ou duquel on peut être son exploitant, ou on peut être lié à son imposition. C'est-à-dire, si on est propriétaire d'un terrain, si on l'exploite ou si on paye des impôts sur ce terrain-là, c'est lié à l'appartenance ou à l'usage de ce foncier. Le terme foncier est à l'origine un terme de droit. Les praticiens et métiers en relation avec le foncier ont dans leur travail un fort lien avec le droit, sont notamment les notaires. Souvent, quand on va euh, euh, faire une propriété d'un terrain, on passe souvent par un notaire. Des géomètres experts, des gens qui vont calculer les parcelles, qui vont calculer les surfaces, positionner les limites du terrain. Les urbanistes qui travaillent sur des projets urbains ou des plans d'urbanisme, et les différents fonctionnaires de l'État, de l'administration, des collectivités, qui ont un lien avec le foncier, par exemple les fonctionnaires qui travaillent dans le cadastre. Statut foncier dans l'histoire en Algérie, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a eu comme statut du foncier auparavant? Nous retrouvons dans l'histoire de l'Algérie divers types de propriétés, dont notamment euh, le, la propriété beylik. Beylik est un terme ottoman ou turc qui veut dire terrain propriété de l'État. Habous ou Waqf, c'est des terrains qui ont un statut très particulier lié à la religion. Les terrains arches ou liens liés à la tribu. L'Algérie, auparavant, avant la colonisation française, il y avait énormément de tribus et ces tribus possédaient des terrains. C'est pas juste l'individu qui possédait des terrains, même les tribus possédaient des terrains et elles avaient le statut de arch. Et enfin, le bien melk. Le bien melk, c'est l'équivalent de la propriété privée. C'est une personne qui a un terrain. Ça a évolué comment? Donc, si on cherche les statuts fonciers actuels en Algérie, on retrouve notamment la propriété de l'État ou du domaine national, ce qui est l'équivalent dans l'histoire de l'Algérie au terrain beylik. Le habous waqf, ce qui n'a pas changé, c'est un statut qui est quand même dans la durée. Et enfin, la propriété privée, c'est l'équivalent de ce qu'on a dit tout à l'heure, propriété melk. Les informations qui suivent sont issues de la loi 90-30 du 2 décembre 90 portant loi domaniale. Donc on va s'intéresser au terrain de l'État. Le domaine national. Quand on dit domaine national, ça veut dire la propriété de l'État. Le domaine national recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers. Donc c'est soit les biens mobiliers ou immobiliers ou les droits à construire sous forme de propriété publique ou privée, c'est-à-dire que l'État possède des terrains en propriété publique ou privée. On retrouve le domaine national public ou domaine national privé par l'État et ses collectivités territoriales. Le domaine national comprend les domaines publics et privés de l'État, de la wilaya ou de la commune. Donc on a les trois échelons et l'État, la commune peut être propriétaire de terrain, la wilaya peut être propriétaire de terrain et l'État aussi peut être propriétaire de terrain. Le domaine public de l'État. Il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Ça veut dire que le domaine public de l'État, c'est les terrains qui ne peuvent pas être vendus. À la différence, le domaine privé de l'État, c'est ce qui peut être vendu. Si vous achetez un terrain à l'État, c'est que vous avez acheté un terrain qui appartient au domaine privé de l'État, parce que le domaine public n'est pas. Il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le saisir aussi, il ne peut pas faire l'objet d'hypothèque par exemple. En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par l'État et des autres collectivités publiques, on a vu que c'était la wilaya et la commune, en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés, par exemple la construction de projets à caractère public. Il comprend le domaine public naturel et artificiel. Naturel, c'est ce qui vient de la nature, et artificiel, vous imaginez que c'est ce qui a été construit par l'homme.
Alors, dans le texte qui va accompagner le cours, vous aurez le détail. Là, dans le domaine public naturel, je ne fais pas l'ensemble du listing, je rappelle juste les éléments clés. Relève du domaine public naturel, notamment les rivages de la mer, le sol et sous-sol de la mer territoriale, les cours d'eau, les lits, les étendues d'eau, les lacs, etc., l'espace aérien territorial, les richesses naturelles et ressources naturelles du sol et des sous-sols. Ça veut dire que, à la différence de certains droits de certains pays, en Algérie, lorsqu'on a des ressources naturelles au sous-sol, elles appartiennent à l'État et non aux citoyens, même si elles se trouvent sur un terrain privé. Si vous trouvez sur votre terrain de l'or ou du pétrole, eh ben, ça appartiendra à l'État et pas à vous, même si vous êtes propriétaire de ce terrain depuis des générations. Le domaine public artificiel, comme on a dit, c'est ce qui a été construit par l'homme, et ça comprend les voies ferrées, les ports civils et militaires, et on comprend que ça ne peut pas être du domaine privé. Une voie ferrée ne va pas être vendue. Un port civil et militaire ne va pas être vendu. Les aéroports et aérodromes civils et militaires, les routes et autoroutes, les monuments publics, les musées et les sites archéologiques, les parcs aménagés, les espaces verts, les jardins publics, les infrastructures culturelles et sportives, les stades, les centres culturels, et enfin, les édifices abritant les institutions nationales, l'Assemblée populaire nationale, le Sénat, le siège de la wilaya, etc. Alors, le domaine privé de l'État, on a dit, c'est ce qui peut être vendu, relève du domaine privé de l'État, de la wilaya et de la commune. Les immeubles et meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public, ça veut dire que si c'est pas dans le domaine public, c'est que c'est systématiquement dans le domaine privé. Les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par eux, par exemple l'État achète des terrains, eh ben, ça fera partie du domaine privé. Et enfin, les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolu à l'État. Si on prend des terrains qu'on va démembrer, qu'on va reconstituer, eh ben, ça peut faire l'objet, ça peut donner naissance à des terrains ou des assiettes du domaine privé de l'État. Là, on a parlé du domaine de l'État, parlons maintenant du domaine privé. Alors faisons attention, domaine privé de l'État et propriété privée, c'est deux choses différentes. Domaine privé de l'État, ça appartient à l'État. Propriété privée, ça appartient à une personne physico-morale euh, de droit privé ou de droit public aussi, mais comment se rappeler de la différence? C'est que ça n'appartient pas à l'État. La propriété foncière privée est le droit de jouir, c'est-à-dire que être propriétaire d'un terrain, c'est la possibilité de l'utiliser, d'en profiter comme on l'entend, de jouir et d'en disposer d'un fonds foncier et ou de droits réels immobiliers pour un usage conforme à la nature ou à la destination des biens. Ça veut dire que si un terrain, par exemple, je ne peux pas construire au-delà de 5 niveaux, eh ben, je peux l'utiliser, profiter, faire ce que je veux, mais je ne peux pas construire 6 niveaux ou 7 niveaux si c'est interdit par le droit d'urbanisme. La propriété privée de droits fonciers et de droits réels immobiliers est garantie par la Constitution. C'est vraiment au niveau de la Constitution déjà, texte fondamental de l'État, qu'on retrouve ce droit de jouissance d'une propriété. L'usage des attributs qui lui sont attachés doit être conforme à l'intérêt général, légalement établi, notamment par exemple par les instruments d'urbanisme. Enfin, la propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie par un acte authentique, souvent on fait référence à l'acte de propriété, soumis aux règles de la publicité foncière. La première fois, on fait toujours de la publication d'un acte de propriété pour que tout le monde soit au courant que telle personne déclare la propriété de tel terrain, et s'il y a des oppositions, eh ben, qu'elles se fassent connaître. Et la propriété est quelque chose qui est public, qui est de l'ordre de public, c'est pas un secret. On sait qui est propriétaire de quel terrain. Les biens waqf ou habous sont à caractère très spécifique. Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire. Ça veut dire que leur propriétaire a décidé le mot waqf ou habous. Alors waqf dans les pays du Meshriq et habous dans les pays du Maghreb, c'est le même mot, ça veut dire plus ou moins la même chose, ça veut dire qu'on fait un arrêt, qu'on arrête l'usage du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un terrain normal, une parcelle de terrain, on peut l'acheter, on peut la vendre. C'est ça ce qu'on entend. Il y a un terrain, il me plaît, je ne peux pas l'acheter à son propriétaire, peut-être plus tard il changera d'avis, ou l'un de ses héritiers finira par le vendre. Mais on a la possibilité de le vendre. Inaliénable, ça veut dire qu'on le retire du marché foncier, on le retire du marché de l'achat et de la vente et qu'on arrête son usage. Pourquoi? Pour en affecter la jouissance à titre perpétuel, à titre durable, au profit d'une œuvre pieuse ou d'utilité générale. Ça veut dire que là, on va l'utiliser
pour quelque chose d'utilité générale, on va faire le bien avec ce terrain, immédiatement, soit sur place, c'est-à-dire que maintenant on le retire et on fait avec une œuvre pieuse, soit à l'extinction des dévolutaires intermédiaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bénéficiaires, c'est-à-dire que avant d'aller vers cette œuvre pieuse, il y a quelques personnes qui vont en profiter, et à l'extinction de ces dévolutaires intermédiaires, il va partir pour cette œuvre pieuse qu'il désigne constitue des biens waqf. Alors sachez juste qu'en général, un bien waqf, c'est systématiquement, en général, une mosquée ou un cimetière. Et on comprend que, en général, c'est une activité qui ne change pas dans le temps. La formation et la gestion des biens waqf sont régies par une loi très particulière. Quels sont les types d'actes qu'on peut retrouver? Pour déterminer la propriété, notamment dans le cadre de la propriété privée, l'acte de propriété est fondamental. Plusieurs documents peuvent cependant remplacer l'acte de bâtir, par exemple, le livret foncier, le certificat de possession, l'acte de concession et la décision administrative. Donc en plus de l'acte de propriété, en général en Algérie, on a des petits soucis avec l'acte de propriété. Donc certains de ces documents, quand on va demander le permis de construire, peuvent faire foi euh, d'un acte de propriété. Enfin, les types, la prise de possession, comment je peux, moi, posséder un terrain, comment je peux, on s'imagine souvent acheter un terrain, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Pour mettre en place un projet public, par exemple, il faut prendre possession de l'assiette foncière. Comment? Trois formes pour les projets publics, par exemple, acquisition au marché foncier. Moi, État, je vais acheter un terrain si je ne l'ai pas déjà. Deuxièmement, droit de préemption. Le droit de préemption, c'est le droit d'être favori. Par exemple, s'il y a une opération urbaine sur un quartier, eh ben, les terrains, s'ils sont soumis au droit de la préemption, si leurs propriétaires veulent les vendre, eh ben, ça passe d'abord par l'État avant de valider la vente. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui va acheter un terrain, l'État peut se substituer à cet acheteur, peut être favorisé pour acheter le terrain à la place de son acquéreur. Et c'est utilisé si l'État veut profiter. Par exemple, il y a un quartier qui va faire l'objet d'opérations d'urbanisme. Et on va utiliser le droit de préemption. Chaque fois qu'il y a une vente, elle est déclarée. Et s'il y a un terrain qui est vendu à un prix qui n'est pas très cher ou intéressant pour l'État, elle va se substituer et l'acheter en attendant la réalisation de l'opération. Enfin, l'expropriation, c'est une extrême. Si euh, un, un propriétaire ne veut pas vendre son terrain pour l'État alors qu'il y a un projet d'utilité publique, une autoroute par exemple, eh ben, l'État peut prendre possession malgré le refus du propriétaire, mais il va être indemnisé. Est-ce que ces trois éléments existent pour l'achat pour un privé? Moi, je suis un privé, je veux acheter, est-ce que j'ai ces trois-là? Eh ben non. Seuls les deux premiers existent pour l'acquéreur de droits privés. Par exemple, moi, privé, je peux l'acheter au marché foncier. Droit de préemption, oui. Ça existe aussi dans le privé. Si je suis locataire d'un immeuble, locataire d'une parcelle de foncier, et que son propriétaire veut la vendre, eh ben, je peux utiliser le droit de préemption, être favorisé par rapport aux acheteurs potentiels. Voilà. Et au prochain cours.